Oui, après le temps de la géologie et le temps de l'évolution du vivant, un tout petit temps, un siècle, c'est le thème de la rencontre, des rencontres. Mais j'étais assez présomptueux quand j'ai proposé au comité de pilotage de traiter de ce sujet-là. J'espérais trouver facilement une documentation générale, synthétique, sur la Bourgogne, où on puisse piocher des choses sur l'évolution des milieux. Et en fait, il n'y a pas tellement de choses, donc j'ai changé mon fusil d'épaule en termes méthodologiques, et j'ai utilisé un instrument qui est quand même assez extraordinaire, et c'est Géoportail. Ça permet de voyager dans l'espace et dans le temps, à moindre frais. C'est quand même consommateur d'énergie. Il faut savoir que chaque fois qu'on se connecte à un gros serveur, ça consomme. Enfin, peut-être moins que si j'avais survolé tous les paysages que je vais vous présenter en avion, par exemple. Et j'aurais pas pu remonter le temps. C'est plutôt une invitation, j'aurais pu dire en conclusion, mais c'est plutôt une invitation à engager des recherches sur l'évolution des milieux au plan écologique, au plan l'évolution des paysages au sens de leur structure et de leur fonctionnalité, parce que je crois que nous avons besoin de nous situer dans des trajectoires, ou de situer ces milieux dans des trajectoires de transformation. Et donc voilà, c'est dans cet esprit que je vous présente ces... Bon, évidemment, si on présente une carte, il y aura quelques cartes comme ça, on passe assez vite, elles sont archi connues, mais de la diversité des paysages, c'est à très grands traits, mais une carte comme ça là, c'est pas une carte dynamique, c'est un état, voilà, la diversité des grands types de paysages en Bourgogne. Si on se réfère à un type de milieu, par exemple, concernant les espaces boisés, aussi ces cartes sont connues. Là non plus, on n'a pas de carte de tendance évolutive. Il existe très très peu de travaux. Hein. Il y a une carte nationale de l'évolution, je ne me souviens plus d'auteur, mais je pourrais la retrouver si ça vient. Une carte de l'évolution des milieux, des paysages au plan national, des paysages ruraux, qui est très intéressante, mais c'est une des rares cartes dynamiques. Premier exemple concernant l'évolution forestière. Bon, je suis allé me promener au moins trois départements. Géoportail, c'est... Alors, que l'IGN veuille bien m'excuser, je n'ai pas mentionné IGN, mais je le dis verbalement, et tout ça, c'est l'IGN. Voilà, quand on arrive à trouver des séries plus ou moins longues de documents, on peut faire un peu de comparaison. Évidemment, on n'a pas de photos plus anciennes que 1945, je crois, en Bourgogne, photos aériennes, hein, sur Géoportail. Ça limite un petit peu les choses. Alors, bien sûr, il y a d'autres sources iconographiques. Bien sûr, on connaît les cartes postales du début du XXe siècle, hein, mais elles permettent difficilement de faire de la si on peut faire la comparaison, mais en général, on prend une carte postale puis l'état actuel. Hein, on essaye de faire la photo du même point de vue. Là, on arrive à se situer. Alors, bon, de cette photographie-là, quand on rentre dans le détail, on peut voir plein de choses, mais simplement, c'était à propos de l'évolution forestière. On voit dans ce secteur-là une densification forestière qui s'exprime à partir du milieu du XXe siècle. Bon, c'est un phénomène assez général sur les marges forestières, dans des zones d'abandon d'activités agricoles, et on en reverra d'autres. Et pour revenir au terrain, parce qu'il faut toujours revenir au terrain, vous avez raison, vue satellitaire n'est pas suffisant. Quelquefois, on voit des traces comme ça d'évolution forestière, enfin, de mise en forêt d'anciens espaces agricoles, comme révélé par cet alignement de CP qui est en fait une ancienne... ou ici, des anciens têtards, des têtards de charme qui jadis étaient dans une... merci à Grégory Aubert du Conservatoire. On a là une série tout à fait extraordinaire, là on monte même à 1940, de l'évolution dans la basse vallée du Doubs,
où on voit plein de choses en termes de milieu. On voit tout cet espace-là, boisé, qui régresse. Là, c'est par une inondation extraordinaire. Enfin, la photo est extraordinaire parce qu'elle est tombée le jour d'une inondation. On voit cet espace forestier qui rétrécit progressivement. C'est assez spectaculaire. Alors, on a des mouvements d'extension forestière et on a des mouvements inverses de réduction forestière selon les secteurs géographiques dans lesquels on se trouve. Une autre série dans le même secteur nous révèle la même chose, avec, pour en arriver à des milieux forestiers qui sont presque relictuels par rapport à ce qu'ils étaient il y a simplement 60 ans. Hein. Ça peut évoluer donc assez vite. Alors aussi, la forêt, elle évolue dans sa répartition géographique, son emprise sur l'espace. Elle évolue aussi bien sûr dans sa structure. Et par exemple, l'évolution de la gestion par la mise en futée régulière est un facteur évident. Évidemment, ça ne se voit pas très bien sur les photos aériennes ou sur les photos satellitaires, mais c'est le terrain qui permet de se rendre compte de ça. Évidemment, quand on se promène dans le Morvan, c'est des photos qui datent de lundi dernier, on voit qu'il y a eu des transformations, non seulement sur les modes d'exploitation, mais sur la composition des forêts, composition végétale. Alors, au premier plan, ce sont des sapins, et à l'arrière-plan, c'est du Douglas. Le Douglas est devenu l'essence dominante de tout le massif du Morvan. Mais il existe d'autres essences exotiques, comme ici, le mélèze. Je ne sais pas si c'est un mélèze indigène ou le japonais, enfin indigène, européen ou le japonais, mais c'est un mélèze, je ne vais pas aller voir. Et quand on se prend une photo aérienne, alors vous excuserez la photo du milieu, elle ne sort pas très bien parce qu'on manque de lumière, mais on est juste à l'est du bourg de Hanau, donc qui se trouverait par là. Et donc on voit en 1945 une forêt de feuillus, entièrement feuillus. Là on ne voit pas très bien, mais je peux vous dire, en fait on voit quand même quelque chose, qu'on commence à avoir un enracinement assez marqué. Alors malheureusement il n'existe pas de photos visibles entre les deux, et on voit en 78 une extraordinaire géométrie introduite dans la transformation de la forêt. C'est un enracinement très très dense, qui a lieu avec coupe à blanc avant plantation. Une autre, toujours dans la suite, on arrive jusqu'à 2002, et même plus loin. Donc je reprends celle de 78, qui était assez typique, et puis on arrive sur une photo couleur de 2002. Il faudrait regarder dans les détails, bien sûr, mais là, sur la photo, c'est quasiment à 98% du résineux sur cette aire-là. Alors, je l'ai bien positionné pour ça, évidemment. Hein. Mais, et quand on compare 2002 et 2011, 2011, c'est une photo satellite, désolé, mais les photos sont ce qu'elles sont. J'ai essayé d'un petit peu d'augmenter les contrastes, mais c'est pas si évident que ça. Voilà. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'on a déjà maintenant des coupes. On va avoir des plantations de résineuses sur des plantations de résineuses. On va avoir des résineux de deuxième génération. Ah, c'est quand même. Ouais, vous ne pourrez pas prendre de notes, tant pis pour vous. Voilà. Non, c'est impressionnant. Alors, tout le Morvan n'est pas comme ça, mais il y a des secteurs qui sont... alors, on trouve peu de statistiques complètes.
apparemment, c'est vers 2003 qu'on aurait commencé à basculer, c'est-à-dire avoir plus de 50% de résineux, de surface enrésinée par rapport à l'espace forestier total. Mais ce chiffre est un petit peu trompeur parce que, en fait, dans des forêts qui sont considérées comme feuillues, il y a énormément de semis spontanés de résineux, et en particulier du Douglas, qui, de mon point de vue, devrait être considéré comme un végétal invasif. Si on prend les critères de définition de ce qu'est une espèce invasive. Alors, ça ne touche pas que le Morvan, ce phénomène-ci. Ça, c'est dans la région de la Clette, donc le sud de la Bourgogne, le sud de la Saône-et-Loire. Ça ne fait pas vraiment paysage du Charolais, forêt charolaise. Hein, mais... Et voilà, par exemple, la Clette, on devine, puisqu'on le voit, que tout ceci, par exemple, est enrésiné sur la limite de la Clette et de Gibes. Mais ça affecte globalement des surfaces moindres, bien sûr. Alors, sur cette carte, qui est une des rares documents synthétiques, on peut voir la proportion entre résineux et feuillus et les transformations de la forêt à l'échelle des différentes petites régions forestières de la Bourgogne, bon, avec un point particulier. Les résineux sont en bleu. Voilà, en bleu. Et les feuillus en vert rouge et jaune. Évidemment, quand on compare à la végétation forestière potentielle ou spontanée, on a un contraste énorme. Évidemment, il y a une transformation telle par l'activité humaine qu'on est loin de ce qu'était, ce qu'aurait pu être la forêt en Bourgogne. Voilà une autre représentation avec les couleurs qui sont inversées. Mais donc, en rouge, les conifères, avec une grosse tache, bien sûr, pour le Morvan, mais aussi, vous voyez, le Charolais, dont je vous parlais tout à l'heure, toute cette région-là qui est très fortement enraisonnée. Alors, sortons de la forêt pour aller voir un peu ce qui se passe dans les espaces de production agricole. Peut-être, ça c'est une carte intéressante, et ce qu'on appelle les orientations technico-économiques par commune, qui donne l'activité agricole prépondérante et qui, en gros, conditionne bien sûr les paysages, hein, évidemment. Avec quand même un effet un peu trompeur, quelquefois, comme ce bleu-là, fleurs, horticulture diverses. C'est le poids des sapins de Noël, mais ça ne se voit pas à ce point-là dans le paysage. Hein, c'est pas ça. C'est l'orientation économique, hein, c'est pas l'orientation. Mais, disons, il y a une relation entre l'orientation économique, forcément, et les paysages. Bon, alors, un des paysages... Ah, si on peut rééteindre pour la prochaine photo. Une des activités agricoles, bien sûr, c'est la vigne. Et voilà, pour comparaison, dans la région de Solutré, un grand écart entre 1945 et aujourd'hui. Après le phylloxéra, un certain nombre de secteurs avaient perdu leurs vignes, hein, qui ont été reconquis rapidement. Hein. Donc la vigne, elle a eu une grande dépression au XIXe siècle et elle est repartie avec une reconquête ces dernières années, enfin, dans les dernières décennies. Une autre activité, enfin un autre milieu agricole, on est au bord de la Loire, rive gauche de la Loire, en Bourgogne, dans la Nièvre, et vous avez là en 4 images une histoire de l'évolution des prairies inondables du dit majeur, et c'est quelque chose d'assez spectaculaire, avec d'une part un développement des cultures qui n'existaient pas ici en bordure du liminaire, hein, avec mais aussi un autre aspect, c'est l'extraction de sédiments, des gravières, 1, 2, et puis tout récemment, oh excusez-moi, il y a une erreur là, c'est 2011, excusez-moi, c'est 2011, avec le développement de la maïsiculture par arrosage, qui transforme totalement les milieux, les paysages et l'écologie, presque l'hydrologie sans doute.
c'est assez spectaculaire. Mais alors, bien sûr, on sait que les évolutions ont été... il y a eu une succession d'occupations de l'espace, et donc le bocage herbagé n'a pas été toujours herbagé. Hein. On voit très bien ici, avec les traces de labour, que beaucoup de terrains des zones d'élevage de Bourgogne étaient jadis consacrés à des cultures. Hein. Quand on voit un paysage couvert comme celui-ci, entièrement enherbé, c'est un phénomène récent. Donc ça, c'est une des évolutions récentes au cours du XIXe siècle, parce que jusqu'à la Première Guerre mondiale, donc et même un peu plus tard, jusqu'il y a 100 ans, un paysage comme celui-ci, un secteur comme celui-ci, aurait été à 80% à labour. Aujourd'hui, sur la photo, c'est 100% en herbage. Hein. Donc c'est une transformation très forte qui s'est exprimée au cours du XXe siècle, et c'est quelque chose qui aussi bascule actuellement, puisqu'il y a une tendance à remettre en labour des prairies. Alors ça se voit assez bien ici. Vous avez sur la photo de gauche beaucoup de terres labourées, hein, qui sont redevenues des prairies, et puis récemment des retournements de prairies. Alors c'est pas aussi caricatural que ce que je vous montre, parce que il y a eu à cette période-là, il y avait aussi sans doute des prairies retournées occasionnellement et cycliquement. Et ce qui change beaucoup aussi dans ces zones d'élevage, de prairies, c'est bien sûr les structures bocagères. À cette échelle-là, c'est pas si évident que ça, mais on voit tout de même probablement altéré au cours des décennies. C'est un exemple, et on sait que donc en Bourgogne, les bocages ont beaucoup régressé. On considère qu'à peu près 20% du linéaire des haies a disparu. Mais la transformation la plus radicale, c'est la disparition des arbres dans les haies, puisqu'on a sans doute plus des 2/3 des arbres qui ont disparu par rapport au maximum de densité du bocage, qui est l'entre-deux-guerres. Hein. Mais il faut savoir quand même qu'aujourd'hui, même s'il y a une régression du bocage, il y a plus de linéaires de haies qu'au début du XIXe siècle. Beaucoup plus. Il y a eu une densification du bocage, un embocagement de certains territoires bourguignons tout au cours du XIXe siècle. Donc une photo comme celle-ci est intéressante aussi parce qu'elle nous permet d'identifier différentes essences. Hein. Ça, c'est du frêne. Hein. Ça, c'est du chêne. Et puis du peuplier d'Italie qui était émondé, comme ça peut être sportif. Hein. Et évidemment, l'évolution du bocage a conduit à la disparition de haies. Quand vous voyez des arbres isolés ou un petit alignement d'arbres, c'était une haie. Forcément, il y avait une haie ici. Pas d'arbres isolés dans des parcelles depuis leur origine. Des paysages comme ceux-ci, globalement, semblent ne pas avoir été très transformés. Mais ce qui change aujourd'hui, c'est quand même la densité des arbres. Quand vous regardez, les parcelles se sont agrandies et la densité des arbres a diminué. C'est le même paysage d'un jour de pluie, et c'est pas la même focale, mais on voit tout de même que les parcelles sont plus grandes. Mais on a aussi un boisement de certaines parcelles, hein, qui fait que globalement, il y a sans doute plus d'arbres, hein, mais pas disposés dans les mêmes structures. Sur les pelouses calcaires, merci à Guillaume Doucet du Conservatoire, voici le site de Nantou, et donc en Côte d'Or, tout près de Beaune. Et donc, ce qui est bien visible,
C'est le développement donc, de la végétation arborescente ou arbustive à la périphérie sur les pentes, et aussi après 70, alors je ne connais pas exactement la date, les plantations de résineux, là c'est du pin noir, on le voit ici, et qui se développe, oui, on le voit, il n'est pas en 95, oui, là ça tourne comme ça, il n'est pas encore présent en 95, et c'est plus tard qu'il sera planté. Donc c'est une transformation très récente. Alors, ce sont des milieux, vous savez, les pelouses sèches qui sont en régression par fermeture due au développement spontané des ligneux. Voilà une prairie, pas tout à fait une pelouse sèche, mais une prairie sur calcaire. Et voici un autre... non, tout à l'heure, je vous ai dit que c'était Nantou, excusez-moi, c'était trop pour moi. C'est ici Nantou. Tout à l'heure, c'était le mont Rem, au Rhum. Les deux monts jumeaux se ressemblent beaucoup. Ici, Nantou, où on voit le développement le boisement est beaucoup plus considérable sur ce site-là, en particulier à l'extérieur du site même. Là, c'est la chaume le secteur qui dépend de Pomard. Hein. On voit le boisement très important qui a lieu ici, et même carrément, à partir d'ici, ce boisement de pin noir. Concernant le réseau hydrographique, évidemment, les transformations majeures du réseau hydrographique dues à l'activité humaine sont du 19e siècle. Les canaux, les grands réservoirs d'alimentation pour les canaux ou pour le flottage, tout ça date du 19e siècle. Et voilà par exemple Mont-sur-les-Mines avec toutes les transformations du système hydrographique avec le canal du centre, hein, l'ancienne gare d'eau, un des réservoirs d'alimentation du canal. Les autres plans d'eau ici sont beaucoup plus tardifs et ne sont pas vraiment dans le système hydrologique, ce sont des grands trous, ce sont les restes de l'exploitation des mines à ciel ouvert, et ils ne participent pas directement à l'hydrographie, même s'ils l'influencent, bien sûr. Mais voilà, c'est cet ouvrage du Morvan. Donc ça, ce sont des ouvrages du 19e siècle, comme le réseau des canaux. Alors, c'est une grande transformation. Ça a été une grande transformation, mais je ne devrais pas en parler, puisque c'est avant, c'est le 19e siècle, puisque c'était la mise en connexion de milieux qui, jusque-là, étaient séparés, indépendants les uns des autres, et en termes de faune aquatique et de flore aussi, ça a eu des conséquences très, très importantes. À cette échelle-là, on pourrait dire, on ne voit pas les transformations modernes, mais s'il y en a quand même une, ce point-là, hein, c'est celui qu'on peut voir à cette échelle-là, ben c'est le plus grand réservoir de Saône-et-Loire qui a été construit en 1971, mis en eau en 1971, c'est le lac de la Sorgue. Mais comparé aux transformations qu'a subi la forêt, quand même, ça reste ponctuel, hein, même si c'est quelques centaines d'hectares quand même, hein, en termes d'impact sur les milieux. Alors, bien sûr, la nature a été transformée pas mal par un certain nombre d'infrastructures linéaires, et je vais accélérer un petit peu, avec le TGV, ça va aider. Tu restes à peine 5 minutes. D'accord, ça va aller. Ça va aller. Donc, bien sûr, le réseau des infrastructures ferroviaires est ancien, sauf la ligne LGV, inaugurée en 1980, comme chacun sait. Mais il faut savoir que beaucoup de voies ferrées ont disparu, de voies ferrées locales, et c'était beaucoup plus dense que ça. Si on rapporte au trafic voyageur, on voit que, en fait, il y a un certain nombre de lignes qui sont vraiment très importantes et d'autres très secondaires. Et pour les marchandises, c'est pas tout à fait la même chose. Alors, vous allez me dire quel rapport avec la nature. Eh bien, plus une voie a un trafic élevé et plus le trafic est rapide, plus elle est perturbatrice pour le milieu en termes de continuité écologique. Donc, évidemment, c'est une des transformations importantes
de la nature en Bourgogne. De même pour le réseau routier, les autoroutes sont d'après-guerre, sont récentes, les voies rapides RCEA également, plutôt même d'après 60. Donc, avec les trafics, on voit aussi, d'ailleurs, si on superpose les transports routiers et transports ferroviaires, on identifie des axes majeurs du point de vue impact sur la continuité écologique. Et il y a aussi le transport de l'énergie, qui a un impact évident. Voici le réseau. Dans les 60 encore, un peu. D'ailleurs, il y a un lien direct entre certaines lignes à haute tension et le TGV. La production d'énergie aussi impacte, mais ce sont plutôt par la pollution chimique. Celle-ci, pas celle-ci, c'est pas très grave, c'est de l'eau, c'est la condensation. Ça, c'est beaucoup plus embêtant. Mais évidemment, la transformation de la nature due à l'activité humaine au cours d'un siècle, c'est pas forcément des choses très visibles. On a vu la forêt, on a vu le développement de l'agriculture dans le Val-de-Loire, ou d'autres, on pourra en prendre des tas d'autres exemples. Hein. Mais il y a les atteintes au milieu gravissimes, qui sont l'introduction de molécules de synthèse dans les milieux qui perturbent très gravement et sans doute très durablement. Merci Alain Desbrosses pour cette superbe photo, très pédagogique, et en particulier par rapport à l'eau, bien sûr. Alors, quelquefois, la nature évolue, les paysages même évoluent, pas directement par l'activité humaine, l'emprise directe de l'homme, mais par les conséquences de certaines actions, par exemple l'introduction d'espèces exotiques, invasives, comme ici, les renouées au bord de la Loire, qui font paysage. On a un paysage qui est transformé par cette nouvelle espèce exotique. Ça, c'est une espèce indigène qui, comme l'homme, est capable de faire des paysages, de transformer les paysages. C'est plutôt sympathique et intéressant. C'est au bord de la Loire, c'est il y a 15 jours. Et donc, si on peut remettre la lumière pour conclure. Donc, je ne vous ai pas donné de chiffres, hormis un pourcentage de haies qui a régressé, mais c'est plutôt un encouragement à aller chercher de l'information pour vraiment nous situer les actions de conservation et de préservation, et aussi de gestion, de valorisation de l'espace dans des trajectoires d'évolution des milieux. Parce que c'était sans doute un des manques du diagnostic pour la stratégie régionale pour la biodiversité, c'est qu'on ne se situe pas dans le temps. On fait un état des lieux à un moment donné, voilà, c'est comme ça. Mais quelles sont les tendances? Où nous situons-nous et vers quoi allons-nous? Si on prolonge les tendances, on peut faire des scénarios, on peut dire, on a une hypothèse optimiste, pessimiste, et comme pour le climat, voilà ce qui va se passer, on va continuer comme ça. Or, en ne s'intéressant qu'au constat en présent, je crois qu'on n'a pas les outils qui sont à prendre en compte pour la gestion et la conservation. C'est dans cet esprit-là que le conservatoire travaille, bien sûr, mais nous manquons de ces éléments. Voilà. Merci Patrice, sans doute des questions. Deux réflexions. Fernand Braudel, le chambardement de la France rurale est le spectacle qui l'emporte sur tous les autres, dans la France d'aujourd'hui, encore plus que dans la France d'hier. Ça devait être vers 1980, quelque chose comme ça, je parle sous le contrôle de Gérard Mottet. Phrase de... J'ai vu disparaître depuis 30 ans la forêt Morvandel, j'ai vu le bouleversement de la forêt Morvandel, sans que je ne puisse y faire quoi que ce soit. François Mitterrand, 1978, dans l'abeille et l'architecte, enfin je cite un petit peu de mémoire, voilà, ça illustre, je pense,
tout à fait le propos de Patrice aujourd'hui. Sans doute des questions. Alors à Gérard Mottet et à Patrice Noteghem, on va faire passer le micro, tu fais... Alain Delaveau, parc régional du Morvan. Dans les évolutions du paysage, il y a quelque chose, vous avez parlé de temps, je crois qu'il y a quelque chose qui s'inscrit dans la durée aujourd'hui, c'est l'entretien des haies. L'entretien des haies par le broyage mécanique qui n'est plus un entretien, mais qui va arriver à être une destruction des haies. En sachant qu'a priori, l'agriculteur dans sa pratique, il estime qu'il entretient. Mais il n'entretient pas parce que ce broyage mécanique, il est catastrophique pour le maintien de la haie, avec les conséquences sur les écosystèmes et également sur les pratiques agricoles. Parce que le côté brisement qui permettrait d'héberger les animaux et d'éviter, y compris dans le Morvan, des hivernages très longs, il n'est plus possible. Et donc là, il y a quelque chose à faire qui semble délicat dans le milieu agricole. On a déjà débattu à Bibrac de ce sujet-là et on s'aperçoit que c'est difficile, mais il faudrait faire quelque chose. Vous l'avez mentionné. Hein. Je ne vais pas développer le sujet parce que c'est en soi un thème, bien sûr. Il y aura d'ailleurs au mois d'avril un colloque sur le bocage dont on vous informera, vous en serez informé. Et ce qu'on peut dire, c'est s'il n'y avait pas eu les épareuses, là, ces broyeurs, eh bien, il n'y aurait plus de donc, c'est un moindre mal. C'est un moindre mal. Donc, mais je suis d'accord qu'à terme, ça condamne les haies à terme. Mais on peut faire un peu de prospective. Il y a un tout petit espoir. C'est que tant que les haies n'ont plus eu d'intérêt économique, et la justification des haies, et la justification des haies qu'on a connues jusque dans les années 50. C'était notamment la production de bois énergie. Et comme ce n'était plus un besoin, c'était une culture de fagot. La haie était une culture de fagot, soit dans la partie buissonnante, soit par émonde écornage, ou comme on veut, des arbres. Donc, à partir du moment où on a eu d'autres sources d'énergie, le gasoil, pour l'essentiel, et l'électricité, on n'a plus besoin de cette ressource, la haie n'a plus aucun. Ces autres intérêts étaient secondaires. Aujourd'hui, où l'on reconsidère les choses, tout de même, en Bourgogne, avec des avancées notables, notamment dans la Nièvre, aussi comme sur les Loirs un peu plus tard, avec une avancée nette de la sensibilisation par la Chambre d'agriculture de la Nièvre. Aujourd'hui, on voit réapparaître un intérêt pour la valorisation énergétique de la haie. C'est ce qui pourra sauver le bocage et sauver ses autres fonctions, ses fonctions de brise-vent, de limitation de l'érosion, son rôle pour la biodiversité, ainsi de suite. C'est sûr que la haie taillée comme ça, là, tous les ans, c'est quand même très dommageable en termes de biodiversité. C'est zéro fleur, donc zéro fruit, donc zéro pollinisateur, ainsi de suite. Hein, ça on le sait. Mais il y a un avenir, c'est un système, le bocage. C'est un agro-écosystème. Et s'il n'y a pas l'élément qui détermine sa raison d'être, ça n'existera plus. C'est forcément. Donc l'espoir, c'est par la valorisation du bois énergie. Mais forcément, ce sera une autre forme de valorisation. Remonter dans les arbres à émonder à la main, hein, ça c'est évident. Je ne le souhaite à personne. Et donc il y a d'autres, pour y arriver, ça donnera d'autres bocages, un autre bocage, ce ne sera pas exactement le même. Mais il a évolué beaucoup, hein, il y a eu plein de stades différents. On ne va pas faire un colloque sur le bocage, mais pas maintenant. Mais c'est vrai que c'est un élément qui a, outre la densité, et ce que j'ai dit, c'est la réduction du nombre des arbres, notamment parce que ça gênait pour entretenir. D'autres questions, peut-être avec une réponse courte de Patrice avant qu'on passe au déjeuner. Si vous me branchez sur le bocal. Est-ce qu'il y a d'autres ? Non, il n'y en a plus.